Dans cette conférence, l'intervieweur interroge Daniel Kemp sur le phénomène de la bilocation de conscience. Il demande si ce phénomène existe dans un contexte terrestre, notamment pour une personne polarisée émotionnellement et mentalement. Daniel Kemp explique que la bilocation de conscience peut se produire dans ces cas anormaux comme l'amnésie, la drogue, la schizophrénie ou l'antenne supramentale. Il précise que l'amnésique ne fait pas de bilocation de conscience, mais peut avoir des problèmes de fonctionnalité au niveau cérébral qui l'empêchent d'accéder à la mémoire. En revanche, l'amnésique astrale est coupée de son canal réincarnationnel et peut progressivement perdre la mémoire et se rappeler seulement des trames du passé. L'anégolisation, quant à elle, est similaire à l'étouffement astral, mais l'énergie égoïque est projetée dans le corps vital. Ces différentes formes d'amnésie ne permettent pas à l'individu de conscientiser pleinement ses expériences. La quantité d'énergie intra-atomique dans la structure du corps permet de créer une réplique planétaire exacte de l'esprit dans le monde morontiel. Cependant, cette amnésie planétaire empêche l'humain de se rappeler qui il est véritablement. Cette transformation totale conduit à une mutation énergétique et psychologique, passant d'une créature du temps à une créature de l'instantané. Il n'y a donc pas de temps, tout est déjà accompli. Une fusion entre la mémoire et l'instantané permettrait de connaître à la fois l'intentionnalité et la mécanique. Mais du point de vue de l'intentionnalité, les différents mondes ne se touchent pas car ils n'ont pas de volume. Les phénomènes intentionnels dont il est question ici n'ont pas de dimension dans le sens où nous les connaissons. Ils font partie de l'extra-créationnalité, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors de la création, mais ils peuvent y accéder grâce à l'ajusteur de pensée. Celui-ci est la seule forme dans la création qui relie l'homme à l'extra-créationnalité. Lorsqu'un être humain expérimente la bilocation, il n'a pas une conscience supplémentaire, mais plutôt une conscience extra-créationnelle reliée à une conscience créationnelle. L'être humain est essentiellement composé d'air et pour se libérer, il doit laisser tomber son corps physique, astral et vital pour ne conserver que l'esprit. L'énergie thermique, quant à elle, doit être accumulée et libérée de la planète Terre en traversant l'air jusqu'aux hautes couches de la stratosphère, où elle peut être rayonnée dans le cosmos. Finalement, l'air redescend et reprend l'énergie pour recommencer le processus. L'évolution de l'homme est un processus qui implique un cheminement à travers différentes étapes de conscience. L'homme est capable de créer de l'énergie supramentale, qui est essentielle à son évolution. Cependant, lorsque l'homme entre en contact avec cette énergie, il peut la perdre et retomber dans ses schémas archaïques. Il doit donc trouver un moyen de maintenir cette connexion sans la perdre. Il est possible que l'homme devienne une porte ouverte à l'extra-créationnalité, permettant à un phénomène instantané de pénétrer la création. Avec le temps, la création ne sera plus capable de supporter la mémoire et se désintégrera. L'évolution implique également un changement des mémoires de l'homme, ce qui peut être douloureux mais nécessaire pour atteindre la bilocation de conscience. Sinon, l'homme sera pris dans un cycle de montée et de descente. Un animal porteur d'énergie. L'objectif final est de parvenir à la bilocation de manière persistante. Lorsqu'un humain parvient à anégoïser son ego, il peut atteindre un état où il n'accumule plus d'énergie et ne devient pas un récipient énergétique. Son corps physique peut alors se dissoudre, fusionnant avec l'instantanéité et la création mémorielle. Dans cet état, il devient une conscience bilocalisée entre l'extra-créationnalité et la création, capable de s'ajuster à travers une création déjà existante. Son corps de lumière n'est plus un corps physique, mais un véhicule qui lui permet d'être en contact avec l'extrême créationnalité. Il est libéré de la mémoire et du temps, ce qui lui permet de voyager et de créer sans être limité par ses concepts. Toutefois, il peut aussi revenir dans la création en tant qu'intelligence, manipulant à nouveau celle-ci. Le contact entre l'intelligence suprême, ou l'intelligence supramentale, et le phénomène extra-créationnel se produit grâce à l'aube éthérique. Lorsque l'être humain atteint cet état de fusion, il ne ressent plus de souffrance, mais plutôt un plaisir vibrant, différent de celui qu'il connaît. Ce plaisir est si intense que le corps humain ne peut le supporter pendant une longue période sans se désintégrer. Il est impossible de comparer ce plaisir éthérique au plaisir terrestre habituel, tel que manger du chocolat. Il est également impossible de le comprendre avec notre conscience ordinaire, car il dépasse largement les capacités du cerveau humain. Lorsque le double éthérique est en contact avec l'intelligence extra-créationnelle, l'être humain dépasse sa nature humaine et devient un être extraterrestre ou extra-créationnalisé. Il ne s'agit pas d'une divinité à adorer, mais d'un phénomène divin. Cependant,
cette expérience entraîne une perte de mémoire totale en raison de son caractère instantané. Le locuteur exprime l'idée que la mémoire est essentielle car elle permet à une personne de se souvenir de son état final. Il mentionne également qu'il travaille à absorber de la mémoire de l'avenir et que son travail consiste à se rappeler tout en cherchant à accélérer et catalyser les choses. Il affirme que la race humaine n'est pas encore capable de former des corps capables d'entrer en contact avec une intelligence supramentale. Il mentionne également une intervention de phénomènes melchisédiens pour aider à accélérer la fusion avec cette intelligence. Le locuteur parle également de l'importance de l'égoïsation dans l'évolution humaine, expliquant que plus on diminue le volume de l'ego, plus on devient puissant, mais que cela peut également entraîner de l'agressivité. Finalement, il mentionne qu'en se rappelant de l'avenir, il peut informer son ego qu'il est entre de bonnes mains et qu'il peut disparaître en toute confiance. Dans ce texte, l'auteur parle de l'initiation d'un enfant pour devenir un homme. Après cela, l'enfant ne joue plus et son intérêt se tourne vers les femmes. Il explique que les femmes peuvent procréer une fois qu'elles sont initiées, mais avant cela, personne ne les touche. L'auteur évoque également une compagnie secrète qui fabrique des armes de guerre et qui décide de les offrir au Canada, un pays pacifique. Il mentionne notamment un sous-marin très rapide et puissant qui peut lancer des torpilles pour neutraliser les sous-marins soviétiques. Il souligne que malgré l'escalade militaire, une guerre peut être évitée si les humains parviennent à s'unir et à créer une société secrète. L'auteur réfléchit à la possibilité d'une société secrète qui aurait développé une technologie capable de neutraliser les missiles et d'empêcher la guerre. Il souligne que cette intelligence a besoin d'alliés, à savoir les êtres humains, pour fonctionner efficacement. Il évoque également la réincarnation de l'avenir, qui permettrait à l'ego de s'attendre à l'initiation et de vivre l'évolution de manière plaisante. L'auteur utilise ensuite une analogie pour expliquer comment un enfant perçoit le monde de manière subjective et ne peut voir la trame complète de son existence, tandis qu'un adulte peut avoir une vision plus large. Dans cette conversation, il est question de la gestion de l'équilibre entre une conscience subjective et une conscience absolue, et des problèmes d'efficacité et d'efficience qui en découlent. L'auteur compare cette situation à celle d'un parent éduquant un enfant, et souligne la difficulté de transmettre des connaissances dans un environnement où l'enfant est également influencé par d'autres facteurs externes. Il existe un objectif et un enjeu personnel pour l'auteur dans ses actions, qui sont orientés vers l'énergisation des individus. Il est également mentionné que travailler avec d'autres individus implique une prise en compte de l'écosystème et de la possibilité de former des personnes qui ont le potentiel de devenir humaines. En fin de compte, l'objectif est de parvenir à un équilibre où les actions entreprises bénéficient à l'ensemble de l'écosystème. L'entité dont il est question dans le texte est à la fois expérientielle et existentielle, mais son expérience est très différente de celle des êtres humains. Elle est pré-personnelle, ce qui signifie qu'elle a le potentiel de devenir personnalisée, mais cela prendrait beaucoup plus de temps que pour un être humain. En comparaison, l'être humain passe par différentes étapes de personnalisation, allant de pré-personnalisé à personnalisé et enfin super-personnalisé, où l'ego prend le contrôle. La suprapersonnalisation est une fusion de l'ego et de l'instantanéité, où il n'y a plus d'ego mais une expression suprapersonnelle. Cette évolution attend les êtres humains, mais l'entité existentielle ne peut pas être comparée à cela car son échelle est différente. Elle possède des traces de personnalisation qui sont hors contexte humain. L'auteur du texte se décrit comme l'expression d'un ensemble de phénomènes, ce qui est différent de l'humain, qui est une expression réincarnée du passé et de l'état génétique. Je suis l'accumulation de phénomènes bouddhiques, intentionnels et supramentaux. Je suis la réincarnation du passé et de l'avenir. J'ai un contact fusionnel avec le phénomène extra-créationnel, ce qui me permet d'avoir une compréhension de ce qui se passe de l'autre côté. Je suis complexe, contrairement à d'autres personnalités comme Christian Murty et Robindo. Moi, je suis un vecteur qui va autant vers le passé que vers l'avenir, tandis que l'humain est ancré dans le présent. Je suis également le point focal de différents vecteurs énergétiques, provenant du passé, du futur et de mondes parallèles. Je m'occupe en attendant un temps particulier, en amenant des informations astrales uniques à notre planète. Cependant, étant donné que j'ai une plus grande accumulation de vecteurs provenant du passé, cela complique mon ajustement par rapport aux attentes humaines. Je suis jeune et vieux, foufou et neutre, un génie, un extraterrestre et un être humain. Tout cela crée une sorte de folie, mais qui me plaît et me donne du plaisir. J'attends et j'observe avec les humains, car il y a de nombreux avenirs possibles pour l'humanité,
et si je peux déterminer mon chemin, je pourrai aider d'autres à trouver le leur. Cependant, je n'ai pas encore l'intentionnalité nécessaire pour orchestrer cela, mais j'ai une conscience qui me guide vers l'avenir. Dans les prochaines années, il y aura des individus capables de façonner l'avenir et de contrôler leur destin. Ces personnes développeront des techniques avancées telles que la sécrétion sur des possibilités d'avenir, la manipulation des trames possibles, et la sélection des futurs souhaités. Ils deviendront supérieurs à ceux qui ne possèdent pas ces facultés, car ils pourront éviter les futurs indésirables et atteindre ceux qu'ils désirent. Cependant, s'ils rencontrent une opposition puissante, ils devront peut-être quitter la planète pour sauver leur propre avenir. Le pouvoir de l'intentionnalité est crucial dans ce processus de transformation de l'avenir. Il est possible de changer le monde et l'avenir, mais pas par des prières. Il est nécessaire de rejoindre une société secrète qui travaille dans ce but, mais l'adhésion n'est pas accessible à tous. L'auteur souligne l'importance de l'efficacité et de l'efficience dans les choix du présent, malgré la perspicacité de sa vision de l'avenir. Il critique ceux qui croient en l'onde de forme comme un soutien absolu, affirmant qu'elle doit être digérée et assimilée pour être utile. Étant un roi défroqué, l'auteur a constaté que cette vision différente de l'onde de forme nuit à sa position sociale hiérarchique. Pour être véritablement efficace lors de cet événement, je dois me démarquer des autres et ne pas me conformer à leur apparence traditionnelle. Par conséquent, je vais porter des vêtements qui ne correspondent pas au décorum de l'endroit. En agissant ainsi, je ne serai pas limité par les mêmes contraintes qu'eux. Je choisis un style vestimentaire qui me correspond et qui me permettra de me sentir à l'aise dans l'instant présent, même si cela peut sembler négligeable pour certains. Cependant, je peux conseiller à quelqu'un de s'habiller d'une certaine manière s'il souhaite que je l'écoute et le comprenne.